Bonjour. Pour introduire ce reportage, laissez-moi tout de suite vous poser une question. Connaissez-vous les marques horlogères Damas, Oria, Dimier, Auguste Raymond, Nicolet ou les entreprises en microtechnique Précitram, EMP, Soprod? Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas trop grave, vous ressortirez de cette pièce vivant. Mais sachez que toutes ces entreprises ont un point commun. Elles tirent toute leur origine du village de Tramelan. La Suisse est un pays avec beaucoup de clichés. La fondue, le chocolat et bien sûr les montres. Tout le monde le sait, les Suisses sont toujours dans les temps. Clin d'œil. Mais savez-vous quelle est la région qui a probablement eu la plus grande influence sur l'horlogerie de la Suisse? Selon vous, c'est plutôt à droite ou à gauche du Röstigraben? Eh bien en fait, il s'agit d'une région qui se situe à peu près sur la ligne du Röstigraben. On y parle le français et le Berndeutsch. Il s'agit de la région du Jura bernois. Oui, vous avez bien entendu, le Jura bernois. Vous ne pensiez pas à ça? Haha. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus spécialement au village de Tramelan et je vais faire une petite enquête pour comprendre son histoire et l'impact qu'a eu l'horlogerie sur son développement. Tramelan est un grand village, ou une petite ville selon les avis, d'une population de plus de 4500 habitants. Sa fondation remonte à 1178. Ces terres ont fait partie de la seigneurie ou le bailliage d'Erguel, dans l'évêché de Bâle, jusqu'en 1797. L'évêché de Bâle comptait 55 000 habitants, éparpillés dans 17 seigneuries. Il y avait une partie francophone et une autre alémanique, une partie catholique et une autre protestante. Sa situation géographique était propice et stratégique. L'évêché de Bâle partageait ses frontières avec les cantons de Berne, Soleure, Bâle, avec le royaume de France et un tout petit peu avec le Saint-Empire germanique. La seigneurie d'Erguel était séparée en 8 paroisses: Saint-Imier, Perles, Courtelary, Corgémont, Sonsbeau, Péry, Vauflin et finalement Tramelan. Chaque paroisse comptait un certain nombre de villages, hameaux ou communautés. La paroisse de Tramelan était donc séparée en 3 parties: Tramelan-Dessus, Tramelan-Dessous et Mont-Tramelan. Cependant, pour une question pratique, je vais généralement utiliser le nom simple de Tramelan. Après l'évêché de Bâle, ces terres sont devenues françaises et finalement ont été attribuées au canton de Berne et plus précisément au district de Courtelary en 1815 au congrès de Vienne. Jadis, Tramelan était connu pour ses nombreuses fabriques de montres. Et donc, je suis parti à la recherche d'archives, de documents et de témoignages pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Quand l'horlogerie est-elle arrivée à Tramelan? Quel impact a-t-elle eu sur le développement de ce village? Et finalement, aujourd'hui, que reste-t-il de l'horlogerie à Tramelan? Les débuts industriels du Jura bernois remontent au XVIIe siècle. À cette époque, l'économie de la Suisse ainsi que celle de la majorité des pays d'Europe est basée sur le mercantilisme. Le mercantilisme est une doctrine économique qui a pour but l'exportation. Ainsi, l'État doit vendre le plus possible à l'étranger et lui acheter le moins possible. Le but de cette doctrine est de garder les produits de subsistance, tels que les produits agricoles, dans le pays et d'acheter à l'extérieur uniquement ce qui manque. Les produits manufacturés ou de luxe, eux, doivent être vendus en grand nombre à l'étranger. C'est donc une sorte d'autarcie. Et c'est à cette époque que les gens commencent à réfléchir à une alternative à l'agriculture, suite à de nombreuses mauvaises récoltes et à leurs conséquences, la pauvreté et l'inoccupation qui plongent la population dans la misère. Ainsi donc, on se tourne vers d'autres activités. Dans le Jura bernois, 3 industries principales voient le jour. Il s'agit de l'horlogerie, l'industrie textile et l'exploitation des ressources naturelles, comme la sidérurgie, l'énergie hydraulique et la production de verre. Cependant,
l'industrie textile et l'exploitation des ressources naturelles n'ont pas de grand succès sur le long terme, et au XIXe siècle, ces deux industries ont quasiment disparu et sont largement minoritaires comparées à l'industrie horlogère. Quand on parle de 1700-1800, par exemple, la majorité des gens travaillaient, s'il y avait une... Bon, ils étaient tous agriculteurs, ça d'accord, mais ils travaillaient là, il y avait un petit peu d'horlogerie, mais ils travaillaient surtout aussi dans la bonnetterie, c'est-à-dire les sous-vêtements, ouais, ils faisaient des habits, quoi. Donc c'était une majorité. Puis à un moment donné, je pense que cette industrie-là va disparaître au profit de la montre parce qu'on va peut-être gagner plus dans l'horlogerie, on va se spécialiser, et puis quelque part l'horlogerie va cannibaliser toute forme d'autres industries. Nous arrivons à la partie qui nous intéresse le plus, les débuts de l'horlogerie dans le Jura bernois. Pour cela, il faut remonter jusque dans les années 1630, quand plusieurs horlogers genevois s'installent à la Neuville pour pouvoir profiter de sa situation géopolitique. Son appartenance à l'évêché de Bâle ainsi que ses combourgeoisies, c'est-à-dire les traités signés avec les villes de Berne et de Neuchâtel. Cette industrie de la Neuville aurait connu son essor autour des années 1700, et vers la fin du XVIIIe siècle, elle aurait presque totalement disparu. Mais parallèlement, elle a une seconde vie dans l'Erguel. L'horlogerie s'établit là au début du XVIIIe siècle au travers de la fabrication de boîtes de montres. Et oui, à cette époque, le bailliage d'Erguel est connu pour être le fournisseur des établisseurs neuchâtelois. On parle même de succursale de la fabrique neuchâteloise. Alors l'industrie horlogère marque vraiment toute la région du Jura bernois, le district de Courtelary en particulier et également Tramelan. Donc l'horlogerie se développe à partir du début du XVIIIe siècle dans la région, et à Tramelan, à l'époque, il y avait déjà un tissu artisanal, industriel, avec notamment la dentellerie, mais justement au cours du XVIIIe siècle, surtout vers la fin du XVIIIe siècle, l'horlogerie prend de plus en plus d'importance et deviendra très importante au XIXe siècle. En 1777, sur les 333 horlogers recensés dans l'évêché de Bâle, 246 sont établis en Erguel. L'horlogerie se développe de la même manière que l'industrie textile l'a fait, à savoir avec le travail à domicile. C'était un système qu'on appelle de l'établissage. Donc il n'y avait pas de structure centralisée où il y avait des ouvriers qui fabriquaient toute la montre. Non, il y avait une structure où une personne ou deux ou trois réunissait toutes ces parties différentes et les assemblait dans un atelier. Alors le travail à domicile est beaucoup associé au début de l'horlogerie, quand des personnes travaillaient à domicile pour faire que des opérations très précises ou assembler des parties de montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail à domicile est resté très longtemps. On peut citer à la Chaux-de-Fonds Louis Turban, sur lequel j'ai travaillé, qui était un doreur et un graveur pour l'horlogerie. Il avait un atelier à son domicile. Et il travaillait à domicile jusqu'en 1950-51. Donc il faut savoir que ce travail est resté très longtemps. On a aussi dans la région, jusqu'à Bienne, ce travail qui est resté et qui existe encore aujourd'hui, mais évidemment au niveau de la masse, du pourcentage de travail, ça varie beaucoup selon les époques. Mais c'est une réalité qui a perduré très, très longtemps. Le travail est apporté à domicile par des négociants en horlogerie, aussi appelés établisseurs, qui assemblent les pièces pour former la montre. L'établisseur, il a un comptoir, quelque part, c'est lui qui va distribuer le travail. Il est patron de lui-même, mais il va donner du travail, il va dire toi tu fais ça sur la montre, après il reprend la pièce, toi tu me fais le cadran, et puis à la limite lui il va faire le montage final. Mais il est peut-être tout seul, ou il a peut-être un ou deux ouvriers, c'est tout. Puis tout à coup, il va la vendre. Donc il va un petit peu organiser le travail entre les gens. Donc les gens sont très indépendants, c'est tous des propres patrons. Hein. Et ça, c'est le système de l'établissage. Une sorte de réseau où il n'était pas
certainement pas fixé qu'à Tramelan, ce réseau. Hein. Il était certainement un peu plus large. On peut l'appliquer au Jura, avec le Jura neuchâtelois, etc. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, dans les horlogers du lieu, quand il y a une fabrique qui voulait venir ou quelqu'un qui voulait lancer une nouvelle fabrique, ils regardaient le type de métier qu'ils avaient. Ils disaient « Ah, mais celui-là, il fait de l'ébauche, on en a déjà 3 qui font de l'ébauche, donc celui, on ne le veut pas, donc il faut qu'il... » Voilà, donc ils adaptaient, ils disaient « Ah, mais il nous manque moi, je ne suis pas spécialiste, mais de tel type de travail dans la localité, on n'a pas, ça serait bien d'avoir. » Donc voilà, ils acceptaient un petit peu en fonction des métiers pour essayer effectivement finalement d'avoir un réseau proche, quoi. En 1776, l'Erguel comprend 30 établisseurs. Dans la paroisse de Tramelan, c'est David Racine qui est connu pour être le premier fabricant de montres. Il est mentionné entre 1705 et 1708 en tant que maître horloger à Mont-Tramelan. Il aurait fait son apprentissage à la Neuveville. Puis arrivent Pierre Chopard, Abraham Monnier, Jacques Châtelain, Jean-Pierre Châtelain et Jacob Bourrier. Pendant longtemps, la plupart des horlogers étaient des horlogers paysans, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient du bétail et travaillaient dans les champs, puis le soir, ils se mettaient à l'établi pour fabriquer les pièces de montre. Ainsi, en hiver, quand il y avait moins de travail à faire dehors, ils se consacraient principalement à l'horlogerie. Alors oui, il y a eu des horlogers paysans, c'est clair, et il y en a encore, hein, quelque part. Monsieur Jourdain, qui est au fond du téléski, quelque part, il a été un petit peu horloger paysan dans sa manière de travailler. Il avait des moutons, et puis à côté, il a son atelier de réparation, quoi. Tout le monde avait quelque part une vache, un petit peu. Tout le monde avait un ou deux lopins de terre, un jardin et tout. Et la différence parfois entre agriculteur et horloger, elle n'est pas évidente. Et puis peut-être que parfois on passait d'un métier à l'autre. On ne peut pas comparer. C'est difficile d'imaginer comment c'était nécessairement organisé par rapport à nos yeux, à nous d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Le travail, c'était autre chose peut-être que ce qu'on a l'habitude, nous. L'horlogerie est lancée, maintenant elle va commencer à se répandre et prendre du poids dans l'économie de la région. Les horlogers du Jura bernois étaient 1 millier en 1796 et sont environ 7000 en 1860. En 1860, le district de Courtelary compte à lui seul 5712 horlogers, soit la moitié de sa population active totale. Très vite, certains comptoirs se distinguent des autres. L'un des plus grands du district est le comptoir Régel-Jeunessy, qui deviendra par la suite la compagnie des montres Longines, avec l'arrivée d'Auguste Agassiz. Il ne faut pas oublier les ateliers d'ébauche. L'ébauche est un mouvement de montre incomplet et qui est vendu sous cette forme. C'est dans ces fabriques d'ébauche que les établisseurs s'approvisionnent pour ensuite faire le montage de la montre. Sans l'ébauche, les fabricants ne pourraient rien faire. Les ateliers d'ébauche commencent à se répandre, augmentant la production de montres. Cette industrialisation horlogère dans le Jura bernois s'est donc faite quasiment sans usine, mais à domicile et dans des petits ateliers. La raison principale de l'arrivée de l'horlogerie dans cette région est la ressource disponible en abondance et bon marché, la main-d'œuvre rurale. Alors, c'est une main-d'œuvre qui était engagée surtout dans l'agriculture, mais l'agriculture connaît à la fin du 19e siècle une crise, donc il y a beaucoup de gens, une main-d'œuvre féminine aussi, bien sûr, qui étaient disponibles à s'intéresser à d'autres choses, à être engagés dans d'autres activités. Tramelan était une terre innovatrice. Il y avait une main-d'œuvre bon marché qui était prête à entrer dans le jeu. Il y avait des patrons dynamiques. Et puis, voilà, les choses se sont entraînées et ont amené Tramelan à participer à l'horlogerie, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est ce qui spécifie Tramelan de peut-être dans l'histoire de l'horlogerie. C'était une région qui était peut-être avide d'innovation et de modernité, plus que la Chaux-de-Fonds et le Locle qui étaient plutôt assises sur des traditions. Les gens quittent de plus en plus le secteur agricole pour une raison simple,
la révolution agricole défavorise fortement les petits agriculteurs. Ces derniers vont donc se tourner vers le secteur industriel et plus précisément l'horlogerie. L'immigration est aussi un phénomène qui va amener beaucoup de main-d'œuvre dans le Jura bernois. En 1860, quand vient la révolution industrielle, une nouvelle ère de l'horlogerie commence avec l'invention de la machine-outil. À partir de 1864, la première grande fabrique, on est allé faire de l'espionnage industriel aux États-Unis, notamment Longines. Enfin, vous pouvez lire l'histoire de Longines, c'est les débuts, où on va concentrer tous les métiers, non plus dans chaque maison, mais on va les concentrer dans un bâtiment pour pouvoir. On fait ça aussi parce que tout à coup on a des machines, et puis que ces machines, pour les faire tourner, il faut de l'électricité, et puis qu'on ne peut pas mettre des machines dans toutes les maisons, donc on va un peu organiser le travail différemment. Et là, tout à coup, vous avez une hiérarchie, tout à coup, vous avez un patron et des ouvriers, et il y a une hiérarchie qui s'installe dans l'organisation du travail, qu'il n'y avait peut-être pas avant dans l'établissage. Les ateliers individuels deviennent alors des manufactures. Le travail, désormais en atelier collectif, devient plus simple, plus rapide et donc plus efficace. Cette mécanisation, ce début des machines-outils, permet la diversification des métiers horlogers et donc la spécification d'un horloger dans un certain domaine. Ce qui est intéressant avec ce mouvement d'industrialisation, c'est que l'horlogerie a besoin de pièces détachées, de pièces, et là, tout ce besoin, cette demande horlogère va aussi encourager des industriels à développer des outils, des machines-outils, et là, on va avoir tout un secteur qui va se développer dans l'ensemble du Jura bernois et qui touche bien évidemment Tramelan aussi, avec notamment Kumer Frères, qui développe des outils et des machines-outils pour fabriquer des pièces. D'abord pour l'horlogerie, on aura ensuite des horlogers, des ateliers, également des fabriques qui vont assembler ces pièces pour fabriquer des montres, mais on a aussi une amorce de diversification, c'est-à-dire que les machines-outils, les décolleteuses notamment, peuvent produire bien évidemment des pièces horlogères, mais aussi des pièces pour d'autres secteurs, donc ça permet aussi une diversification du tissu industriel. Je vous présente ici une liste de tous les métiers horlogers présents à Tramelan. Impressionnant, n'est-ce pas? Je vous épargne l'explication de chaque métier. Dans ces ateliers, une bonne ambiance règne. Tout le monde se connaît et l'ouvrier en blouse grise tutoie le patron en blouse blanche. Les journées de travail sont longues et peuvent dépasser les 12 heures. Il faut attendre 1877 avec l'acceptation de la loi sur les fabriques pour que les journées se raccourcissent à 11 heures. Un deuxième événement primordial au développement de l'industrie horlogère du Jura bernois, mais que beaucoup de personnes oublient, l'ouverture d'une école d'horlogerie à Saint-Imier en 1866. Et vous avez bien sûr aussi tous les effets induits sur la formation, sur les écoles techniques, là. Bien sûr, il faut former des gens, il faut former des apprentis. Et le système suisse, ça ne concerne pas seulement l'horlogerie, mais aussi l'horlogerie est devenue réputée parce on a réussi à allier une formation pratique à l'école avec une formation théorique à l'école, avec une formation pratique dans les ateliers. Enfin, vous avez des copains apprentis qui, voilà, vont de l'école à l'atelier. Et ça, les étrangers nous envient beaucoup parce que c'est un système qui a marché et qui a permis à l'industrie de pouvoir compter sur des main-d'œuvre de très haute qualité. Grâce à cette révolution dans le monde de l'horlogerie, le Jura bernois connaît un essor démographique incroyable. Entre 1860 et 1910, la population augmente de 50%. Avec un total passant de 34 700 à 49 000. Les habitants du district de Courtelary se multiplient très rapidement, puis stagnent dans les années 1900, à environ 27 500. Ensuite, leur nombre commence à diminuer et atteint un pic abyssal vers 1940. Le district de Moutier connaît réellement une surcroissance de la population pendant de nombreuses années
jusqu'en 1970, alors que celui de la Neuveville aura plus de peine à s'agrandir puisque l'industrie est en grande partie basée sur l'agriculture. Le district de Courtelary est le plus industrialisé des trois. On peut dire que entre les années 1870 et 1910, on avait des pourcentages très élevés, d'environ 50%, voire plus de personnes qui travaillaient pour le secteur secondaire. Et si on enlève l'industrie des machines et d'autres industries, pour vraiment qui travaillaient pour l'horlogerie, on peut estimer environ 40% de la main-d'œuvre qui travaillait pour l'horlogerie. Donc c'est tout à fait considérable. À côté de l'horlogerie, le secteur de la métallurgie et des machines prend aussi beaucoup de poids dans l'économie depuis 1890. Nous pouvons constater l'évolution de l'horlogerie au sein du Jura bernois grâce à l'annulaire ISH, indicateur suisse de l'horlogerie, qui recense les entreprises, les petits ateliers et les individus indépendants par localité ou par district. Ce tableau montre le taux de personnes inscrites au ISH dans les différents domaines de l'horlogerie. Il s'agit principalement de travailleurs habitant à Saint-Imier et à Tramelan, les deux localités les plus concernées par cette activité. Nous pouvons voir une hausse entre 1870 et 1900, puis une forte chute jusqu'en 1913, qui s'explique par l'essor des fabriques et donc l'atténuation du travail à domicile. En 1905, à Tramelan, il ne reste que 44% d'horlogers travaillant à domicile. Le reste travaille en usine. Certains domaines sont de plus en plus pratiqués en entreprise, comme l'assemblage final et le réglage du mouvement, alors que d'autres, comme la fabrication de pièces ou le pivotage, sont difficilement réalisables en fabrique. Pendant ces 43 ans, beaucoup de fabriques voient le jour. Selon l'ISH, leur nombre passe de 142 en 1870 à 196 en 1900, puis descend à 123 en 1913, puisque par la suite, plusieurs d'entre elles quitteront la région, comme par exemple Blancpain, Breitling, Chopard et Heulier, dont les marques comptent parmi les plus connues de l'horlogerie suisse au début du XXIe siècle. À Tramelan aussi apparaissent les premières fabriques de montres. La toute première d'entre elles est la fabrique Ourier-Gindra, à Villa, fondée en 1884. Puis Postala en 1897, Auguste Raymond en 1898 et la Record Watch en 1903. Le développement de nombreuses fabriques ne provient pas d'une réelle vision industrielle, mais vient plutôt au secours des communes atteintes du chômage et de l'émigration de leurs membres. C'est le cas par exemple pour la fabrique Record Watch Co. La plupart de ces fabriques sont constituées d'établisseurs, qui, je le répète, sont des horlogers qui s'approvisionnent en ébauches et en pièces de l'extérieur, les assemblent et vendent les montres terminées sur le marché mondial. Rares sont les manufactures qui fabriquent des montres en entier, en créant leurs propres pièces. Vous avez des villages comme Tavannes qui sont, voilà, vous avez la Tavannes Watch qui arrive et qui quelque part, voilà, construit, voilà, c'est Tavannes et la Tavannes Watch, il y a presque, finalement dans le village, il y a presque ça, quoi. Ils ont un poids considérable, quoi. Il y avait d'autres entreprises, certes. À Tramelan, on n'a pas eu ça comme phénomène. Il y a eu des grosses entreprises, la Record, Auguste Raymond, la Damas, mais ils ont aussi changé de nom, ils ont aussi eu des problèmes, enfin voilà, donc c'était plutôt, à Tramelan, c'était plutôt un réseau de petites entreprises, c'était plutôt un système entre l'établissage et vraiment les grandes fabriques, où il devait y avoir des commissionnaires qui passaient toute la journée à amener les montres d'une fabrique à l'autre, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une fabrique dominante, quoi. Voilà. Par contre, il y avait des fabriques complètes. Par exemple, à la Record, ils faisaient la montre vraiment complète, de A à Z. Donc ça, c'est assez rare, même à l'époque, quoi. Voilà, je crois qu'Auguste Raymond aussi a fait ça. Les entreprises fabriquant seulement les composants horlogers, sans les monter, connaissent également du succès et s'industrialisent parallèlement à la production de montres. Cette industrie qui regroupe la fabrication de boîtes, de cadrans, d'ébauches, de glaces, de ressorts, est même plus mécanisée que la production de montres terminées, puisque le montage de montres
ne nécessitent pas de machines pour les établisseurs. Cette mécanisation progressive de la production de montres et de composants ne peut que se développer grâce à l'industrie de machines-outils. Seules quelques grandes entreprises ont leur propre atelier de mécanique. Les autres doivent s'approvisionner chez des fabricants de machines. L'industrie des machines-outils est primordiale pour la fabrication de montres puisqu'elle permet un meilleur rendement et donc une meilleure renommée sur le marché mondial. C'est l'horlogerie à Tramelon, c'est la machine-outil à Moutier, où là aussi c'est le même processus. Alors bien sûr que la machine-outil à Moutier est très importante parce que ce sont ces machines-là qui vont être introduites à Tramelon, à Tavannes, et qui vont jouer ce rôle innovateur dans la fabrication d'horlogerie. Donc on aura un effet important, c'est que les montres fabriquées dans ces régions-là seront meilleur marché que celles qui étaient fabriquées, bien sûr, traditionnellement, et qui impliquaient peut-être beaucoup plus de main-d'œuvre. Le nombre moyen de montres produites par travailleur chaque année par l'horlogerie suisse passe de 32,6 en 1860 à 330 en 1913. Une énorme amélioration du rendement. À Tramelan, les premières fabriques de machines horlogères apparaissent avec la création des ateliers Albert Voumard et l'entreprise Coumer SA. Coumer SA fabrique principalement des tours automatiques sur mesure pour les fabriques horlogères. C'est aussi à Tramelan que Charles Schäublin crée sa première entreprise avec les frères Bourry en 1912, avant de s'établir comme indépendant à Malray. Toutes ces naissances de fabriques mènent également à l'ouverture de plusieurs écoles professionnelles, dont une à Tavannes en 1895 et une autre à Moutier en 1904. Ces écoles sont importantes pour la transmission des connaissances techniques et la formation de jeunes ouvriers compétents. Alors, il faut vraiment distinguer, en fait, on a beaucoup en tête, quand on parle d'industrie ou d'industrialisation, les très grandes entreprises, à l'américaine par exemple, qui intègrent toutes les opérations au sein d'un même bâtiment. Et ça, c'est un modèle effectivement qui existe. Dans la région, on est plutôt dans une industrialisation dite douce, qu'on retrouve aussi ailleurs en Europe, c'est pas propre à la région, mais où l'industrie se fait certes par certaines grandes fabriques, on peut parler de Longines par exemple, ou de Schäublin, ou dans la machine-outil, Tornos, Bechler, Petermann, des très grandes usines. Mais on a à côté de ça une industrialisation qui se fait plutôt par un tissu industriel interdépendant de petites et moyennes entreprises. Et on voit ça très bien dans la région, on a beaucoup de petites entreprises. Et donc ce tissu industriel est complémentaire, on est plus vers des spécialistes. Donc une entreprise spécialisée dans les cadrans, ou plusieurs entreprises spécialisées dans les cadrans, des entreprises spécialisées dans la galvanoplastie, par exemple, d'autres dans le gravage. Et vraiment, on est plutôt dans une industrialisation qui se fait grâce à des petites et moyennes entreprises interdépendantes qui grandissent ou qui se multiplient. Et à côté de ça, également, qui se font dans ce tissu industriel des grandes usines, des usines de différentes tailles d'ailleurs. Et on a effectivement un tissu qui se développe de cette manière-là, plutôt d'une manière dite douce. Chez les urbanismes, on appelle ça aussi de la rurbanisation. Donc on part des fermes et puis c'est le village qui s'industrialise et qui se construit, quoi. C'est pas une ville qui est créée de toutes pièces, c'est vraiment le village qui se développe et qui se construit de l'intérieur, quoi. Il faut voir, il y a des photos où on voit vraiment la grande rue avec des fermes, comme ça, et puis la photo suivante, on voit la ferme coupée en deux, donc ils en ont déjà démoli la moitié, et puis 20 ans plus tard, on voit cette grande rue qui est que des immeubles horlogers, donc des immeubles urbains, vraiment. On a voulu, il y avait une volonté de faire une ville. En tout cas, de donner un sentiment de modernité, je pense, ouais. Et on a massacré maintenant. À l'époque, on a démoli des dizaines et des dizaines de fermes, de bâtiments agricoles, quoi. Maintenant, on ne pourrait plus jamais faire ça, quoi. Mais pour laisser la place, justement, à
cette modernité, mais c'est l'arrivée, en même temps, cette période 1850-1910, c'est l'arrivée du train. C'est l'arrivée donc avec le train, on a des nouveaux matériaux, on peut faire venir de la pierre de l'autre bout du monde, hein, quelque part. C'est l'arrivée de l'eau courante, c'est l'arrivée de l'électricité. Donc, ouais, ça devait être une période quand même assez inimaginable à vivre, finalement. On devait avoir l'impression quand même, sur 10, 15, 20 ans, de passer d'un état de quelque part de moins que rien à la modernité, quoi, oui. Économiquement, c'est un changement, je l'ai dit, mais bien sûr que socialement, ça va être aussi un changement. Et les habitants de Tramelan vont peut-être être amenés à changer leurs habitudes de travail. Quand vous êtes paysan, ben, vous gérez vous-même votre horaire. Hein, il n'y a pas un patron qui vous dit ce qu'il faut faire. Enfin, il faut traire les vaches le matin, puis après accéder dehors, etc., etc. Lorsque vous entrez dans une usine, vous êtes soumis à un horaire beaucoup plus précis. Vous devez entrer à 7h30, à 7h. Il y a une pause à midi, vous revenez à 1h, 1h30 et vous finissez votre journée à 6h. Donc la façon de vivre, la gestion de votre vie est complètement différente. Enfin, la famille doit vivre autrement, elle devient même éclatée un petit peu parce que le père, la mère, voilà, sont loin de leur habitat, de leur domicile. Alors il faut dire qu'à Tramelan, à Tavannes, à Saint-Imier, il y a quand même des horlogers qui travaillent à domicile. Ça ne disparaît pas complètement. Mais l'essentiel du travail se fait dans ces manufactures. Alors, au niveau du salaire, alors, au début, lorsque la main-d'œuvre est abondante, les salaires ont été plutôt bas, c'est-à-dire que c'est le jeu de l'offre et de la demande. Hein. Quand les ouvriers sont abondants, ben, le patron peut choisir et voilà, il va presser sur les salaires, mais quand ça devient plus spécialisé, quand on recherche une main-d'œuvre peut-être plus formée, les salaires ont tendance à augmenter parce qu'il faut rechercher les gens. Hein, ils deviennent de plus en plus rares. Donc, et tous ces phénomènes ont investi Tramelan. Donc, on est entré dans une logique différente de celle qui était opérée auparavant. Là, on est dans un marché du travail où l'offre et la demande jouent, où on peut s'opposer au patron, où le patron peut imposer ses vues. C'était plus souvent ce cas qui s'est présenté. Et donc, finalement, ces villages ont complètement été bouleversés par ces nouvelles méthodes de travail. Hein, on devient salarié, et bien sûr, qu'en devenant salarié, on peut devenir syndiqué. Il y avait des syndicats qui vous défendaient, et on peut bien sûr émettre des revendications pour augmenter le salaire, pour avoir plus de temps libre, pour changer les horaires, pour obtenir des vacances, hein, des congés payés. Donc là, c'est des transformations qui sont très importantes pour des villages comme Tramelan, mais qui sont aussi le cas à Saint-Imier et à Tavannes, et dans d'autres villages. C'est fondamental, donc il faut tenir compte bien sûr de l'aspect économique, mais il faut tenir compte de l'aspect social et je dirais aussi psychologique, parce que travailler dans une usine, c'est pas toujours très drôle, surtout quand on a une famille. Voilà, c'était un résumé, oui, un résumé qui explique comment l'horlogerie s'est implantée dans la région et à Tramelan. J'espère que je ne vous ai pas perdu, car nous allons continuer avec l'impact qu'a eu l'industrie horlogère sur le développement de Tramelan. Pas de panique, ça va aller, c'est même intéressant. Pour évaluer l'impact qu'a eu l'horlogerie sur Tramelan, on peut commencer par observer l'évolution démographique du village. L'horlogerie, ça a amené déjà un brassage de la population. Quand les gens ici ont commencé à travailler dans l'horlogerie, à un moment donné, il y a eu besoin à la fin, entre 1850 et 1900, 1910, il y a eu besoin de main-d'œuvre vraiment dans ces fabriques, quoi.
Et puis cette main-d'œuvre, elle n'était pas nécessairement locale, elle est venue beaucoup de l'extérieur, notamment de l'ancien canton, donc des Suisses allemands, des Suisses alémaniques. Elle pouvait venir aussi du Jura, de France ou de la vallée de Joux. Donc on a eu un brassage de la population qui est énorme et qui mériterait d'être un peu plus étudié peut-être maintenant une fois, parce que ça a fortement influencé aussi quelque part l'ambiance du village. Alors effectivement, on voit ce lien entre la santé économique et puis la population, c'est-à-dire que dans les périodes de croissance où l'industrie est demandeuse d'emplois, offre des emplois, on voit effectivement une population qui a tendance à augmenter avec des personnes qui viennent s'établir dans la région, à Tramelan, pour trouver de l'emploi. Et puis quand il y a des crises, on remarque qu'il y a des personnes qui partent, un exode, une baisse de la population qui s'en va travailler ailleurs ou retourne dans sa localité d'origine. Donc on voit vraiment ce lien effectivement entre la santé économique d'une part et la démographie d'autre part. Juste comme avant-goût, je vous donne le nombre d'habitants dans la paroisse de Tramelan en 1460. 270 habitants. Passons à un tableau de l'évolution démographique de Tramelan qui commence au début industriel en 1726. 1254 âmes vivent dans la paroisse, réparties dans 260 maisons, dont la plupart sont des fermes. Parmi tous ces habitants, 3 sont horlogers. Nous pouvons constater sur le graphique que la population augmente massivement dès 1820, juste après l'attribution de ces terres au canton de Berne. Nous voyons bien que c'est dans ces années-là que l'horlogerie a réellement percé. Beaucoup de personnes débutent dans l'horlogerie car ils préfèrent la vie et le revenu des horlogers et des commerçants au dur labeur des paysans. La population augmente fortement jusqu'en 1880 où elle explose carrément. En 20 ans, le nombre d'habitants à Tramelan passe de 3636 à 5708. C'est le début des fabriques et les ouvriers se multiplient plus que jamais. En 1839, 80 fabricants d'horlogerie vivent à Tramelan. À la fin du 19e siècle, ils sont plus de 2000. On a vraiment une industrie qui donne des emplois, qui crée des emplois. Et ce qui permet de vivifier tout le tissu économique, puisque quand les gens travaillent, ils ont des revenus, donc ils consomment plus, donc ça fait vivre aussi, au-delà du secteur horloger lui-même, un secteur industriel, mais aussi un secteur des services. Les gens, quand ils ont un peu plus d'argent, ils peuvent aussi consommer davantage de biens alimentaires, de biens de vêtements, et donc ça fait marcher les petits commerces, ça fait marcher donc, toute une région qui vit, pas seulement, mais en bonne partie de l'horlogerie. Ça favorise aussi le secteur culturel, donc on a une vie culturelle qui est aussi plus florissante, donc vous avez toute une dynamique qui se met en place à Tramelan et dans la région. En 1896, Tramelan fabrique alors 486 000 boîtes d'argent et 20 000 boîtes d'or, et 500 000 montres terminées sont expédiées dans le monde entier. Mais toutes choses ont une fin, et l'essor de la population ne fait pas exception. En 1900, la population se stoppe net et commence à dégringoler. La cause de ce déclin n'est pas sûre, mais je suppose que beaucoup de gens ont décidé de s'exiler en Amérique suite à la Grande Dépression de 1873 à 1896. Au début du siècle, malgré les révolutions techniques et l'accroissement des échanges, et malgré les progrès de l'hygiène et de la médecine, de nombreuses familles vivent dans la misère. Un tramelot, né à la fin du XIXe siècle, raconte. Mes parents eurent 15 enfants, et mon père, qui était horloger, ne gagnait pas beaucoup. Nous avions un petit logement au Badu, et nous dormions 6 garçons dans un grand lit, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Un autre se souvient. Nous mangions surtout des choux de notre jardin et des pommes de terre de nos champs. Lorsque notre mère nous préparait, certains dimanches de fête, un lapin ou une poule, il fallait partager entre les parents et les 9 enfants. Un troisième ajoute. La vie était si dure à la chaux
que mon père, souvent découragé, buvait. Alors, c'était l'enfer dans notre petite ferme. Ma mère mourut de chagrin et de privation. Il y a aussi les 2 guerres mondiales qui ont des effets néfastes sur le développement et la population de Tramelan. Par la suite, la population repart de plus belle pendant les 30 glorieuses de 1945 à 1975. Et elle s'affaisse à nouveau lors de la crise industrielle qui dura de 1975 à 1985. Finalement, dès les années 2000, les Tramelots recommencent gentiment à se faire de plus en plus nombreux. Et il faut bien les loger, ces habitants. Si vous importez une main-d'œuvre, qu'elle vienne de quelque part, enfin, d'autres régions de la Suisse ou d'ailleurs, il faut loger cette main-d'œuvre. Donc vous allez avoir bien sûr des habitats. Et vous allez avoir des constructions qui peut-être ont été rapidement faites dans les années 60-70, soit des HLM, soit des petites villas qui vont apparaître et qui vont aussi transformer l'architecture du village. Une usine, c'est aussi un élément architectural. Il y a des belles usines, mais il y a aussi des usines qui sont très laides. Et ça, bien sûr, ça fait partie aussi du patrimoine d'un village, d'une ville comme Tramelan. Tramelan s'élargit et on construit le plus souvent le long de la route cantonale, où apparaissent les maisons typiques de la Grande Rue, hautes et larges, avec des ateliers, des boutiques ou des magasins au rez-de-chaussée. Quelques maisons locatives comprenant des ateliers d'horloger sont aussi construites. On trouve des ateliers pratiquement dans chaque immeuble, ce qui est propre à l'industrie horlogère. C'est clair que le village ne serait pas ce qu'il était, l'apparence, l'architecture du village, il est fortement influencé par l'horlogerie. Finalement, on a des maisons un peu austères, des grands bâtiments horlogers, des grands bâtiments d'habitation, la Grande Rue, voilà. Alors, vous avez déjà les usines, les fabriques, vous avez la Raymond, vous avez la Record, vous avez beaucoup de bâtiments où il y avait des petits ateliers qu'on retrouve sous le toit ou au dernier étage ou même parfois dans les sous-sols. On voit, il suffit que vous ayez 3 ou 4 fenêtres alignées, vous pouvez vous douter qu'il y a eu une fois un atelier dans ce bâtiment. Et ça, vous avez, je ne sais pas, 50, 60, 70% des bâtiments qui ont encore ces fenêtres qu'on reconnaît, quoi. Si on cherche bien, il y en avait vraiment partout, quoi. Le nombre de maisons est passé de 260 en 1726 à 494 en 1896, soit 170 ans plus tard. Et il faut aussi construire de nouvelles écoles pour accueillir tous les enfants. Une école primaire est ouverte en 1862, un collège en 1888, et la fameuse école secondaire construite en 1912 au-dessus d'un cimetière. Contrairement à d'autres localités où il y a une fabrique dominante, comme Tavannes, Tramelan n'a pas de quartier propre à l'industrie. Les fabriques sont construites selon les logiques de propriété et de disponibilité des terrains. En gros, on construit où il y a de la place, même si c'est au plein milieu du village. Donc ça a amené une certaine richesse au village et en même temps ça a amené aussi des périodes de crise fortes, puisque l'horlogerie est une industrie très cyclique comme ça. Donc ce village vit encore maintenant quelque part, même s'il n'y a plus beaucoup d'horlogers, vit encore au rythme de l'économie horlogère. À la suite du développement de l'industrie horlogère du Jura bernois, la période entre 1860 et 1913 mène à une mise en place d'un véritable système technologique et industriel régional. Ce schéma permet justement de montrer la diversification que j'évoquais. Donc on a vraiment tout d'abord un secteur qui se développe justement de manière importante dans la région, qui est l'horlogerie, l'industrie horlogère. Cette industrie horlogère, elle est en demande de composants. Et puis, donc, on a les horlogers à l'origine, on appelait ça des établisseurs, qui faisaient assembler les montres. Mais ça va donc encourager l'essor de sous-traitants
qui vont se spécialiser dans la fabrication de telle ou telle pièce de montre. Ces fabricants de composants vont avoir besoin aussi de plus en plus d'outils avec l'industrialisation, le développement du travail en usine et l'utilisation de machines. Et donc, on va avoir toute une région qui va se développer grâce à l'industrie de la machine-outil. Moutier et sa région est un centre très important pour la fabrication de machines-outils. Tramelan va aussi développer cette industrie-là. Et ces machines-outils vont permettre de fabriquer justement des pièces pour l'horlogerie, d'usiner des pièces, on parle beaucoup de décolletage également, et ceci va permettre aussi une diversification avec des nouveaux domaines d'application. On va fabriquer des pièces pour d'autres secteurs, la voiture automobile, plus tard l'aéronautique, on a des secteurs très divers, on va fabriquer aussi des stylos grâce à des décolleteuses, et je parlais aussi du secteur de la machine-outil. Ce secteur va aussi encourager l'essor de sous-traitants qui sont spécialisés juste dans une partie de la machine-outil, dans les périphériques de machine-outil, l'outillage, les lames, des canons de serrage, des canons, des pinces de serrage, etc. Donc ça va vraiment permettre de diversifier le tissu industriel, d'avoir une industrie vraiment très forte à Tramelan et plus généralement dans le Jura bernois. Ce système a pour conséquence avantageuse de renforcer les liens entre les fabricants de montres, les fabricants de composants et les fabricants de machines-outils. Ce nouveau système va cependant devoir faire face à 2 défis. Le premier est la naissance du syndicat des fabricants d'horlogerie, un mouvement structuré, organisé et revendicateur engendré par l'industrialisation des fabriques. À Tramelan, c'est l'Union ouvrière créée en 1902 et comptant 500 membres dès le début qui aura un impact sur l'industrie. En 1918, environ un tiers des ouvriers de Tramelan sont syndiqués et revendiquent une amélioration des conditions de travail et un contrôle régulier des ateliers. Ils vont aussi commencer à faire des grèves relativement grandes. Longines, par exemple, vit 2 grèves dangereuses pour l'entreprise en 1906 et 1910. Lors de la seconde, c'est seulement sous la menace d'un lock-out collectif des ouvriers que la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers abandonne ses revendications. Toutefois, c'est grâce aux organisations syndicales que l'horlogerie a droit à un second souffle. Elles sont une solution à la dégradation de la belle industrie horlogère que traverse Tramelan à la fin du XIXe siècle. Les commandes se font moins nombreuses, les fabriques doivent réduire les heures de travail, les patrons sont obligés de baisser le prix des montres et donc aussi de baisser les salaires ou licencier leurs ouvriers. Mais au travers de ces difficultés, les ouvriers ont compris que l'union fait la force. Et grâce au syndicat des fabricants d'horlogerie, l'industrie horlogère reprend gentiment. Le second défi que ce système technologique et industriel devra affronter correspond à la difficulté des financements. Quelques entreprises horlogères gardent leur succès grâce aux capitaux offerts de l'extérieur de la région. Toutefois, la plupart des fabricants qui veulent améliorer leur appareil de production pourront uniquement s'appuyer sur l'autofinancement et le crédit bancaire. Une quinzaine de caisses d'épargne et de banques privées ouvrent dans le Jura bernois. Malheureusement, celles-ci ne sont pas aptes à assurer durablement la croissance économique des entreprises. Ce sont principalement la Banque cantonale de Berne et la Banque populaire suisse qui soutiennent l'horlogerie à l'aide du crédit bancaire. Et oui, l'industrie horlogère a besoin de banques. Pas de banque, pas de financement et pas de caisse d'épargne. À Tramelan, on voit donc naître une succursale de la Banque populaire suisse en 1889 et une agence de la Banque cantonale de Berne en 1909. Cette dernière inaugure son premier bâtiment à Tramelan en 1917. Celui-ci sera détruit en 1982 pour laisser place au bâtiment de la BCBE que nous connaissons aujourd'hui. C'est au début du XXe siècle que les marques de montres Tramelot se font de plus en plus connaître.
je me donne le droit de mettre en évidence les fabriques Jacot et Monnier et Tramelan-Watchco qui ont reçu en 1914 la mention très satisfaisant lors du contrôle officiel de marche de montre de Bienne. Il y a aussi les fabriques Auguste Raymond et Nouma Meira, récompensées respectivement par la médaille d'or et la médaille d'argent lors de l'exposition nationale de Berne de la même année. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, quelles sont les fabriques de Tramelan les plus connues? Vers les années 1900, il y avait déjà plusieurs fabriques horlogères à Tramelan. Cependant, c'est l'ouverture des deux grandes fabriques Auguste Raymond et Ricord Watchco qui sortira Tramelan de la crise qui ravage l'horlogerie en ce temps-là. Auguste Raymond débute en 1898 en tant que fabricant dans un appartement loué proche de la gare. En 1903, l'entreprise déménage à la rue du Midi, où Raymond a fait construire le grand bâtiment, encore debout aujourd'hui, qui deviendra la manufacture Auguste Raymond. En 1918, l'entreprise devient une société anonyme, Auguste Raymond SA, ou plus court, ARSA. Et c'est cette marque ARSA qui va devenir l'une des marques les plus importantes de Suisse au cours du siècle. La Ricord Watchco est fondée en 1903 par un groupe d'industriels dans le but de produire la montre Sector, premier modèle de montre triangulaire qui fait une certaine sensation à l'époque. En 1915, Ricord Watchco devient Ricord Dreadnought Watchco, qui réunit plusieurs autres marques. Ces deux entreprises horlogères seront les plus grandes à Tramelan en termes de nombre d'ouvriers, puisqu'elles accueilleront chacune jusqu'à 250 ouvriers. À côté de ces deux grandes fabriques, il y a Begla & Co. qui fabrique les fameuses montres Damas, et Oga Watch Co., Oga étant la contraction de Horlogerie Garantie. En 1972, les trois fabriques Auguste Raymond SA, Begla & Co. et Oga Watch Co. fusionnent pour devenir encore plus fortes. Il y a aussi les montres Dimier, des montres de très haute gamme, Nicolet Watch, Nitella, Nouma Watch et beaucoup d'autres encore. Donc on avait, c'est ça qui est intéressant, de nombreux petits ateliers avec des personnes qui assemblaient les montres, dans des ateliers qui étaient très discrets, qui étaient dans les maisons à côté d'appartements, des ateliers plus grands et des grandes usines comme Record Watch par exemple. L'horlogerie impose aussi à Tramelan d'avoir des moyens d'importation et d'exportation. Quoi de mieux pour transporter les ressources naturelles et les produits finis? Le train. Bien sûr que si ça a été le cas, si les affaires vont bien, alors bien sûr que vous aurez une activité et vous aurez des usines qui vont grossir. Alors, à terme, bien sûr, est-ce que la main-d'œuvre qui est disponible dans le village suffit ou non? Si elle suffit, ben ok, mais si elle ne suffit pas, eh bien, il faut amener des gens d'ailleurs. D'où la construction des chemins de fer du Jura. Qui vont amener, et le chemin de fer va servir aussi, non seulement à faire visiter les beautés du Jura bernois, mais aussi à amener des travailleurs qui prenaient le train chaque jour pour être disponibles et être à même de travailler là où ils devaient travailler. C'est en 1884 qu'a lieu l'inauguration de la ligne Tavannes-Tramelan. Ensuite, l'électricité arrive. Et en 1913, les locomotives à vapeur sont remplacées par des locomotives automotrices électriques. Dans la même année, la ligne Tramelan-Breule-Noirmont est ouverte, avant de fusionner avec la ligne Tavannes-Tramelan en 1927 en une seule compagnie. Pour terminer ce chapitre sur l'impact de l'horlogerie sur Tramelan, il est indispensable de parler de la fusion de Tramelan-Dessous et Tramelan-Dessus en 1950. La première fois que les Tramelan se sont posé la question « Faut-il fusionner ?», c'est en 1947. Selon les autorités communales, ce serait l'aboutissement historique et logique du développement des deux localités. La fusion est la conséquence directe de l'industrie horlogère. Lors d'un communiqué, les autorités expliquent.
S'il y a quelques décades, l'on a commis la faute de ne pas établir un tunnel de Tramelan à Sonsbeau, aujourd'hui, il faudra toujours plus soutenir notre chemin de fer, rendre les routes et les chemins meilleurs. Nos industries locales demanderont à être développées et perfectionnées toujours plus. Il faudra également rechercher les possibilités et les moyens d'introduire de nouvelles industries. L'horlogerie ne durera certainement pas éternellement. Une invention inattendue peut bouleverser le système actuel. Pensons-y. Il nous faudra entreprendre probablement de gros préparatifs pour la mise en sécurité de la population en cas de nouvelle guerre. Une place d'aviation, absolument nécessaire chez nous qui sommes isolés dans notre vallon, s'imposera sûrement dans des temps assez proches. D'importants problèmes et travaux d'urbanisme, c'est-à-dire d'utilité publique, se feront de plus en plus pressants. Mais pour que les Tramelots puissent réaliser tout cela, nous ne devons pas bouder la fusion et persister dans des chinoiseries administratives des deux côtés d'une frontière commune. Nous devons créer à Tramelan ce qu'on appelle une cité et un esprit de cité. Nous devons nous montrer des hommes du XXe siècle et non pas des retardataires. Nos ancêtres ont introduit l'horlogerie à Tramelan au XVIIIe siècle. Pour eux, il a fallu apprendre ce métier avec patience et ténacité. Il a fallu envoyer les enfants en apprentissage au Locle, à la Chaux-de-Fonds, et faire des sacrifices. Ceux qui rentraient, possédant un métier, formèrent des apprentis dans la place. Il a fallu ouvrir les façades des maisons paysannes pour y placer de grandes fenêtres d'ateliers, puis monter ces ateliers, acquérir ou construire un outillage, le perfectionner. Il a fallu partir à cheval, vendre ses montres, puis trouver des clients et de nouveau débouchés. Grâce à leur effort, nous bénéficions aujourd'hui des avantages d'une industrie remarquable ainsi que d'un beau et grand village. Et bien quant au Tramelot actuel, souhaitons qu'il fasse aussi aux générations futures un beau cadeau, la fusion des communes. Donc voilà, le message est clair. Et, en 1950, après une votation dans les urnes, le oui le remporte haut la main, avec 872 oui contre 238 non. Et les deux villages décident de fusionner. Et maintenant, vers l'avenir, en un commun effort. Désormais, on appellera ces deux villages Tramelan, Tramelan tout court. Tramelan a vécu plusieurs crises, certaines petites, d'autres plus grandes. Certaines concernaient seulement une partie de la population, d'autres concernaient tout le monde. Entre 1900 et 1930, l'horlogerie a eu souvent des périodes sans commande, où le chômage augmentait et les gens partaient. Par exemple, en 1920, une crise relativement grande frappa Tramelan. Selon les ouvriers horlogers de Tramelan, leur village est le plus touché par la crise. S'ensuit la grève des cheminots. Les employés des lignes Tavannes-Tramelan et Tramelan-Berreleux-Noirmont font la grève en exigeant une augmentation. Le conseil d'administration des deux lignes est obligé de refuser, car l'état des finances des deux lignes ne permet pas d'augmentation sans subir une perte d'argent. Conséquence, les autos et les camions remplacent les wagons et font 3 fois par jour l'aller-retour pour la poste et les voyageurs. En 1923, l'industrie horlogère endure une autre crise de taille, et cela influe également sur le trafic des chemins de fer. En cette année, le nombre de voyageurs diminue de 1000 personnes et celui des marchandises de 2000 tonnes par rapport à 1922. Cette forte diminution est due au manque de nouvelles constructions dans les villages. Les deux guerres mondiales et le crash de Wall Street touchèrent une grande partie du monde et engendrèrent une lourde crise horlogère. De 1914 à 1945, on parle de l'entre-deux-guerres. Le système technologique et industriel du Jura bernois subit une profonde mutation. Alors que la population du district de Courtelary diminue de 19%, celle du district de Moutier augmente de 10%. Le nombre d'entreprises et de fabricants indépendants actifs dans l'horlogerie diminue de 45%. Ils sont 747 en 1913 et seulement 409 en 1940. La fabrication d'un mouvement reste plutôt stable, mais c'est l'habillage de la montre et les remonteurs qui voient leur existence diminuer. Et nous pouvons bien voir que ce sont les domaines de la mécanique et du décolletage qui se propagent fortement. Pourquoi ? Vous allez comprendre.
l'industrie horlogère subit une réorganisation marquée par la cartellisation. Les entreprises se réunissent donc au sein de la Confédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie en 1924 et de l'Union des branches annexes de l'horlogerie en 1927. Alors que quelques grandes fabriques d'ébauche fondent la société Ebauche SA en 1926. 3 ans plus tard est fondée la société Holding ASUAG, Allgemeine Gesellschaft der Schweizerischen Uhrindustrie AG, en français Société Générale de l'Industrie Horlogère Suisse SA. Enfin, en 1934, la Confédération intervient et instaure le statut horloger, qui définit l'ensemble des mesures juridiques prises par la Suisse pour protéger l'industrie horlogère. Ce cartel vise à freiner la chute des prix en limitant le chablonnage, qui consiste à vendre des mouvements de montre en pièces détachées, remontés ensuite à l'étranger pour contourner les droits de douane élevés sur les produits terminés. C'est ainsi qu'un permis d'exportation et de fabrication fut instauré. Ce statut permet à la Suisse de renforcer sa place de leader sur le marché mondial, tout en maintenant en place un système de production reposant sur une multiplicité de petites et moyennes entreprises. Les grandes fabriques de montres tireront profit de ces cartels, mais malheureusement, nombreuses sont les petites entreprises du Jura bernois qui devront licencier une partie des employés ou même qui disparaîtront. Et la crise économique ne fait qu'empirer les choses. Les prix des montres baissent énormément et les Tramelan racontent dans la chronique locale qu'ils sont désespérés en lisant le catalogue de la grande maison de commerce Jelmoli à Zurich. Bonne montre de poche pour homme nickelée, fabrication suisse. 1 franc 90. Ce n'est rien du tout. De son côté, l'industrie des machines est en plein essor. C'est le cas de l'entreprise Tornos à Moutier, où le nombre d'ouvriers passe de 55 à 268 pendant l'entre-deux-guerres. Cette forte croissance des entreprises de machines-outils suscite également la naissance d'une nouvelle industrie, le développement et la production d'outillages et d'instruments de précision. Pourquoi ce phénomène ? La réponse en un mot, diversification. À cause de l'instabilité économique de cette période, de nombreux entrepreneurs envisagent une diversification de leurs activités en dehors de l'horlogerie, en utilisant les machines-outils en plein développement. Les grandes manufactures cherchent à varier leur production pour être présents sur plusieurs marchés différents. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, Longines commence à produire des boussoles et fonde même une nouvelle entreprise, la fabrique d'appareils électriques Chasseral SA. C'est dans le même but que la fabrique Auguste Raymond SA invente les différents types de montres que j'ai mentionnés plus tôt. Cette variation des produits est considérée comme une industrie de secours pendant les moments de crise économique. Le meilleur exemple d'une diversification à long terme réussie de l'économie du Jura bernois n'est autre que la chocolaterie Camille Bloch. Son arrivée à Courtelary en 1935 est liée à la crise horlogère. Ce sont les autorités du village qui ont cherché à établir une nouvelle industrie pour se diversifier et sortir du cercle vicieux de la dégradation de l'économie. Cette transition de l'industrie horlogère aux instruments de précision et aux nouvelles industries illustre parfaitement le processus de recomposition du système technologique et industriel du Jura bernois. L'économie n'est plus dépendante de l'horlogerie, mais se base dorénavant sur d'autres domaines d'application. Vous l'aurez sûrement tout de suite compris, pour savoir quel est l'âge d'or de l'horlogerie à Tramelan, c'est des 30 glorieuses dont je vais vous parler. Les 30 glorieuses sont les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1975. Alors que l'on prévoyait une nouvelle crise économique pour l'après-guerre, la Suisse voit son économie prospérer considérablement. La Suisse a eu une grande chance, c'est qu'elle n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tous les autres pays, à part les États-Unis, ont leurs moyens de production détruits. Les usines sont détruites, tout est détruit. Tout est à reconstruire.
La Suisse a la chance d'avoir son appareil de production intact. Et ces pays-là, d'abord, ont dû s'adresser, obtenir des objets, obtenir des outils, là où c'était possible de les obtenir. Et la Suisse a eu la chance, on peut l'appeler comme ça, d'être en position de fournir d'abord à ces pays-là les outils nécessaires pour qu'ils reconstruisent leur production. Mais après, bien sûr qu'une fois que ces pays ont réussi à reconstruire leur appareil de production, il y avait une telle demande en objets, il y avait on voulait sortir et oublier la guerre. Donc, l'économie, la situation économique s'est trouvée dans un moment d'euphorie où on voulait oublier, on voulait vivre, on voulait créer, on voulait être en mesure de faire des vacances, en mesure d'avoir des appareils d'aspirateurs, de machines à laver, etc., etc. Donc, dans le monde entier, c'était une véritable révolution de ce point de vue-là, à laquelle la Suisse a participé parce qu'elle avait l'expérience. Dans le Jura bernois et à Tramelan, on agrandit des fabriques et on en construit des nouvelles. Des milliers d'ouvriers venus d'ailleurs remplacent ceux qui étaient partis pendant les années de crise et renforcent la main-d'œuvre industrielle et artisanale. Par exemple, pour la construction de nouveaux bâtiments et de nouvelles routes. En 30 ans, plus de 300 maisons familiales ou locatives sont construites à Tramelan. L'industrie horlogère se remet elle aussi de sa crise et se développe à nouveau, comme auparavant. Et en 1950-60, avec l'explosion des Trente Glorieuses, cette main-d'œuvre, elle sera italienne, elle sera espagnole, elle sera après portugaise. Donc, ça va complètement changer la configuration sociale du village. En 1957, Tramelan compte pour la seule industrie horlogère 2 manufactures de montres, 43 fabriques et comptoirs d'horlogerie, 20 ateliers de terminage, 2 fabriques de boîtes, 2 fabriques de cadrans, 5 fabriques de verres, de montres, 3 fabriques de bracelets en cuir, etc., etc. Plus de 2200 personnes des 2 sexes gagnent leur vie dans l'horlogerie. La Suisse exporte toujours plus de montres et en 1975, elle atteint les 84,4 millions d'exportations contre 18,8 millions en 1945. Malheureusement, ces 30 glorieuses ne furent pas glorieuses pour tous les fabricants d'horlogerie. C'est dans cette période-là que le statut horloger, qui avait pour but de protéger l'industrie horlogère, est abandonné, à la suite des groupes de fabricants exigeant la libéralisation du système, comme par exemple Azuag. Alors, plusieurs entreprises sont rachetées par des groupes extérieurs à la région et disparaissent. D'ailleurs, à Tramelan, les habitants craignent que les grandes entreprises ne veuillent éliminer les petites. L'industrie des machines connaît un essor considérable. La fabrique Coumer Frères à Tramelan explose littéralement et de vastes ateliers sont successivement bâtis. En 1956, Schäublin, fabrique de machines à Bévillard, reprend les ateliers d'outillage de mécanique de précision AOMP de Tramelan. Ainsi, en 1975, les grandes entreprises principales du Jura bernois sont des fabricants de machines, car beaucoup de firmes horlogères étaient trop petites pour résister aux grands groupes. Après ces 30 glorieuses, le village de Tramelan et sa région subissent à nouveau une crise, la fameuse crise de 1975 à 1985. Là, il y a un problème géopolitique avec la crise du pétrole. Les États arabes ont décidé d'augmenter le prix du pétrole, ce qui a été un choc pour l'Europe et notamment pour l'économie suisse, qui alors va entrer en crise. L'horlogerie va être très durement touchée par la crise des années 75. Il y aura peut-être 40 000 emplois qui vont disparaître. Enfin, bref, ça va être un choc économique très important que Tramelan a connu, parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé, il y a eu du chômage, il y a des travailleurs étrangers qui ont dû retourner là d'où ils venaient. Bref, c'était un moment très difficile. La crise du pétrole est un facteur. Il y a un autre facteur, c'est que
la Suisse n'est plus seule dans la fabrication des montres. Il y a deux grands concurrents, mais surtout un qui va s'imposer, à part les États-Unis, c'est le Japon. Et le Japon, avec Seiko notamment, et d'autres marques, ces industries japonaises vont introduire notamment de nouveaux mécanismes et de nouvelles façons de faire une montre avec les montres analogiques et non plus la montre mécanique. Et les Suisses n'ont pas cru à cette innovation et pendant plusieurs années, les montres japonaises, notamment Seiko, vont avoir et grossir leur part de marché. Le nombre de fabricants de montres du Jura bernois commence à 81 en 1960 et finit à 18 en 1990, soit 30 ans plus tard. À Tramelan, il passe de 29 en 1960 à 22 en 1980, puis à seulement 8 en 1990. La période de 1975 à 1985 voit non seulement une profonde mutation de l'industrie de décolletage et de la mécanique de précision, mais voit aussi cette dernière s'imposer comme la principale activité du système technologique et industriel régional, au détriment de l'horlogerie. L'ouverture de la fabrique d'usinage de précision Précitram à Tramelan en 1983 est un bon exemple de cette mutation, même si elle aura besoin de l'horlogerie pour se développer. Alors, moi, je l'ai vécu en guillemets en tant qu'enfant, donc j'y connaissais rien du tout, mais finalement, c'est vrai que je vois encore quand j'allais à l'école la fabrique Raymond à côté de l'école secondaire où il y avait les gens sortaient dans la pause. Moi j'allais à l'école à 9h, j'étais toujours en retard, donc j'arrivais quand ils faisaient la pause. Donc il y avait des centaines de personnes dans la rue, ils étaient tous en blanc, ça c'était les horlogers de la Raymond, et en face il y avait les Sulzer, ils étaient en bleu, donc c'était pas les horlogers mais ils travaillaient sur les machines et ils étaient dans la rue comme ça. Et tout ça, maintenant, il y a, je sais, mais ouais, il y a plus rien, quoi. Voilà, c'est quand on pense, voilà. Donc j'ai ces souvenirs-là de cette crise, et on allait visiter les vieilles usines, les usines vides. On essayait d'y entrer, on essayait d'aller choper un ou deux cadrans encore qui traînaient. On avait l'impression qu'ils avaient simplement enlevé les ouvriers, mais que tout était encore là parfois. Ouais. Donc les Suisses vont avoir de la peine à régater face à cet empire japonais qui était très puissant, il y avait beaucoup d'argent. Et bien sûr que là intervient un sauveur, mais on peut discuter si le terme est adéquat, c'est M. Hayek, avec Swatch, qui lui va racheter des entreprises qui s'effondraient pour un prix très bas, et il va croire qu'il y a encore un avenir pour l'horlogerie suisse. Et ça a été, bien sûr, le lancement de la Swatch avec d'autres montres qui ont permis à l'industrie suisse de repartir, en quelque sorte, se refaire une santé et à terme de concurrencer et même un peu aujourd'hui d'éliminer la concurrence japonaise. Et Tramelan, bien sûr, fait partie de cela. Donc, alors on peut dire ce qu'on veut de Hayek, mais ça a été un élément tournant pour l'horlogerie suisse. Moi, je me rappelle, en 75, on nous disait, en Suisse, il n'y aura plus d'horlogerie. Ce sera fini. Ce sera au Japon, ce sera à Singapour, ce sera en Chine, mais la Suisse n'a plus les compétences nécessaires pour fabriquer des montres. Et ben là, ils ont eu complètement tort parce qu'il y a eu ce rebond, et là, il y a eu une prise de conscience que si on ne fait rien, et si on n'est pas innovatif, on est foutu. Et Hayek, il a eu raison. Au début, c'était la Swatch, qui était une révolution, parce que Hayek, la montre, c'est pas seulement pour lire l'heure, c'est pas un outil, c'est un bijou. C'est ce qu'il disait. Il avait les bras couverts de montres. Et cet élément-là a joué, mais c'était un bijou aussi populaire. C'était la montre à 50 francs.
On a d'abord parlé de crise du quartz, justement avec notamment l'industrie japonaise qui concurrençait les montres mécaniques suisses grâce au quartz, mais la Suisse maîtrisait aussi le quartz et simplement après, avec la montée en gamme de l'horlogerie des années 90, l'industrie suisse a su se repositionner en faisant non seulement du quartz, mais aussi en retournant à la montre mécanique, en faisant du haut de gamme, ce qui a très bien réussi à l'industrie suisse jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment de monter en gamme, de faire des produits de luxe, d'augmenter la part du luxe dans les différents produits. Après, les marques, les grandes marques intégrées essaient d'avoir toutes les gammes, hein, de la montre accessible, de la Swatch jusqu'aux marques les plus chères, mais effectivement, on constate aussi depuis plusieurs années une baisse de quantité de montres vendues, mais une hausse des prix avec des modèles, des marques positionnées vraiment sur le haut de gamme qui permet vraiment de résister et d'avoir un grand succès de l'horlogerie suisse. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il reste de tout ça à Tramelan? Existe-t-il encore de l'horlogerie? La gare, la banque, les écoles sont-elles toujours là? Comment va Tramelan? Eh bien écoutez, le village de Tramelan va bien. Je lui ai demandé et il m'a dit que oui. Je plaisante. Aujourd'hui, 4630 habitants peuplent ce village. C'est pour cela que certains disent que c'est une petite ville. En tout cas, c'est l'un des villages les plus peuplés du district de Courtelary. Oui, il reste encore 2 fabriques de montres à Tramelan. Il reste les dimiers, par exemple, qui font les mouvements. Ça, mais ils travaillent pour des montres, les montres Beauvais, en fait, qui sont dans le canton de Neuchâtel ou Genève, je ne sais pas sous quel... Mais ils ne mettent pas Tramelan comme en avant. Il reste un petit peu encore les montres Nicolet, mais je ne sais pas où ils en sont. Mais ils faisaient plutôt de la récupération d'anciennes montres. C'est Nicolet, Armand Nicolet Tramelan. Et puis, je crois qu'en termes d'horlogerie, après il y a des fabricants comme les cadrans Artecad. Voilà, ça c'est des fabricants, mais ils ne font pas la montre, ils font le cadran. La plupart des bâtiments d'anciennes fabriques horlogères ont été réattribués à d'autres usages, principalement en logement. Par exemple, l'ancien bâtiment de la Record Watch et celui d'Auguste Raymond ont été réaffectés en logement et en atelier. Le bâtiment, qui abritait jadis la fabrique Paul-Virgile Maté SA, est aujourd'hui utilisé comme crèche. La fabrique de machines Bourri Frères est devenue une entreprise de réinsertion professionnelle du nom de Régénove. La fabrique Colli, une salle de fitness, la fabrique des montres Helvetia, un bureau d'ingénieur, etc. Même si la célébrité de Tramelan grâce à l'horlogerie se trouve dans le passé, aujourd'hui, le village est plutôt connu grâce à ses 3 entreprises de précision, Précitram, EMP, ébauche micromécanique Précitram, et Coumer, qui fait du tournage dur de haute précision. Ces 3 entreprises de machines ont une grande place dans l'économie de Tramelan et s'agrandissent constamment. On trouve également une succursale de la manufacture d'horlogerie Soprode SA, succursale spécialisée en mécanique. Le village est aussi actif dans la formation avec le CEF Commerce, Centre de formation professionnelle, et le CIP, Centre interrégional de perfectionnement. Doté de ces 2 écoles de qualité, Tramelan possède encore et toujours la technique et le savoir-faire nécessaires pour de nombreuses industries. Sinon, il reste encore la bonne vieille école secondaire ouverte en 1912, l'école primaire de la Printanière ouverte en 1965, et j'en passe. Concernant les chemins de fer, Tramelan possède actuellement 3 arrêts de train, dont une gare. Pour conclure ce reportage sur l'histoire horlogère de Tramelan et son impact sur le village, je peux constater qu'en fait, la majorité des maisons ont une origine industrielle horlogère. Les infrastructures et les services apparaissent presque tous pour faire tourner la fabrique horlogère Tramelot.
Les promoteurs sont souvent les industriels de la place, chemin de fer, banque, cinéma, commerce, électricité, etc. Les infrastructures de loisirs, eux, comme la patinoire, la piscine, les terrains de sport, sont peut-être moins liés à l'industrie. Je peux donc en déduire que même si l'horlogerie est beaucoup moins présente aujourd'hui à Tramelan, elle est le fondement du développement de ce village et de la quasi-totalité des bâtiments. Sans l'industrie horlogère, la cité de Tramelan ne serait pas la même. On lui doit beaucoup. À l'heure où je vous parle, le monde est touché par le coronavirus. Tramelan ne fait pas exception, et on se demande comment l'horlogerie va sortir de cette nouvelle crise économique. Avec le coronavirus, on a vu qu'il y a des moments où il y a des imprévus qui peuvent, pour un court, un moyen ou peut-être un long terme, casser ce marché. Alors, au début, ça a été très douloureux parce que si vous y alliez à Lucerne, hein, vous traversiez le pont de bois et à un moment donné, vous n'avez plus que des boutiques d'horlogers devant vous, des vendeurs, et avec des Chinois. Et maintenant, il n'y a plus de Chinois. Et pendant un mois, c'était une catastrophe parce qu'il n'y avait plus de montres suisses qui étaient achetées par cette clientèle-là. Donc maintenant, on voit que cette clientèle revient et petit à petit, les choses vont, je l'espère, vont s'améliorer, mais on n'en sait rien, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc peut-être ça va amener les horlogers suisses à être conscients que de trop compter sur une seule clientèle, c'est peut-être pas une politique qui peut être crédible à long terme. Il faut peut-être mieux diversifier et essayer d'attirer d'autres clientèles de telle sorte qu'en cas de crise sanitaire ou autre, eh bien, l'industrie puisse vivre et survivre en tout un tas de causes. Peut-être aura-t-elle du mal à passer le cap. Peut-être l'horlogerie est sur le point de s'éteindre. Mais peut-être, au contraire, a-t-elle un avenir prodigieux. Peut-être que dans quelques années, dans quelques décennies, l'horlogerie de Tramelan retrouvera sa renommée d'antan.